mise à jour du plan comptable. Je me présente rapidement, donc Thomas Baptiste, expert comptable sur notre bureau d'Andrézieux, et je suis accompagné de Loïc Théandier. Voilà, je suis chargé de clientèle, pareil, sur le site d'Andrézieux-Boutéon. L'objet de ce webinaire est donc de vous présenter les changements et les impacts liés à la mise à jour du plan comptable. Si on rentre dans le vif du sujet, notre présentation se décomposera de la façon suivante. Dans un premier temps, nous allons revenir sur les principaux changements opérés suite à la mise à jour. Nous verrons ensuite la nouvelle définition du résultat exceptionnel, puisque c'est principalement ça qui va être impacté dans la présentation des comptes. Nous aurons un bref aperçu des suppressions des transferts de charges. Nous nous arrêterons ensuite sur le nouveau format d'annexe qui en découle. Et enfin, nous reviendrons sur le nouveau plan de compte ainsi que le format des états financiers. Concernant les principaux changements attendus, ils sont au nombre de trois objectifs poursuivis. Le premier est d'avoir une analyse plus pertinente des ratios financiers, avec un reclassement de certains postes. Le second concerne la mise à jour des modèles des comptes annuels et de la nomenclature des comptes, ce qui permettra d'avoir une lecture plus claire et plus juste économiquement parlant. Et enfin, de simplifier les modèles de comptes annuels et de liasses fiscales qui seront diffusés auprès des tiers également. Sur les principaux changements apportés, le règlement de l'ANC, publié en 2023, prévoit notamment une nouvelle définition du résultat exceptionnel qu'on vous présentera plus dans le détail à la suite, la suppression des transferts de charges, la modification du plan de compte avec une nouvelle nomenclature, la réduction des modèles des états financiers et un nouveau format des annexes. Pas de conséquences sur les exercices antérieurs, puisque l'entrée en vigueur de cette nouvelle réforme a débuté pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Petite parenthèse, pour les organismes de logement social qui appliqueront uniquement ce règlement à compter du 1er janvier 2026. Alors, nous allons rentrer dans la nouvelle définition du résultat exceptionnel qui, aujourd'hui, était un petit peu, sur certaines structures, toutes les opérations qu'on ne savait pas reclasser, on les mettait en exceptionnel. Et du coup, le nouveau règlement a insisté sur cette nouvelle définition qui vraiment parle d'un événement majeur et inhabituel. L'événement majeur, c'est les conséquences susceptibles d'avoir une influence sur le jugement des utilisateurs sur la lecture des comptes. Et il faut que ça soit inhabituel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une nouvelle apparition dans l'année ou dans les années futures. On pourrait se poser la question sur un vol. Est-ce que ça peut se reproduire les années suivantes? Eh ben, c'est pas impossible qu'on le reclasse en résultat d'exploitation. L'événement majeur et inhabituel, ça comporte une vision liée à la structure et à la personne, enfin la personne qui prend ce jugement. Du coup, l'appréciation est vraiment au cas par cas. Il est spécifique à chaque entité, en fait. Voilà, il est spécifique à chaque entité. Et à l'appréciation de la personne qui établit les comptes, du dirigeant ou du comptable. On a un arbre de décision pour ça. Il faut savoir que il faut répondre d'abord à ces questions pour savoir si on classe cet événement en résultat courant ou en résultat exceptionnel. Y a-t-il des événements majeurs y a-t-il un événement majeur et inhabituel? Si oui, y a-t-il des produits et des charges directement liés à cet événement? Oui. S'agit-il d'un produit et charge supplémentaire qui n'aurait pas été constaté en l'absence de cet événement? Si oui, alors on place ça en exceptionnel. Sinon, ça passe directement dans le résultat courant.
Il faut vraiment prendre en compte qu'il s'agit d'événements inhabituels. C'est vraiment ça qui est important d'avoir à l'esprit, un événement majeur et inhabituel. À partir du moment où on commence à rentrer dans un phénomène de récurrence, on le reclasse en résultat courant et on considère que ça ne fait plus partie des résultats exceptionnels. Bon, tout un tas d'éléments qui, jusqu'à maintenant, étaient classés en exceptionnels vont être reclassés en exploitation, notamment tout ce qui est cession d'immobilisation, quelle qu'elle soit. À la seule exception, c'est lorsqu'il y a un changement d'activité, où là, effectivement, comme c'est un changement d'activité, c'est vraiment exceptionnel puisque ça n'arrivera plus, l'activité cessant, c'est vraiment un élément exceptionnel. C'est effectivement rare qu'une entreprise décide de changer d'activité chaque année. Donc, effectivement, on considère que ça reste du résultat exceptionnel. A contrario, les pertes sur créances irrécouvrables, sur les postes clients notamment, passent de l'exceptionnel à l'exploitation pour le coup. Un peu trop vite. Dans le cadre d'un contrôle fiscal, on arrivait à avoir des éléments qu'on reclassait en exceptionnel puisque c'était lié à un événement qu'on ne souhaitait pas voir polluer le résultat d'exploitation. Or, aujourd'hui, on nous demande d'utiliser le compte 638, donc qui est un compte du résultat d'exploitation. Seul restera bien sûr l'IS supplémentaire qui restera sur le bas du compte de résultat. Mais sinon, tout ce qu'on avait l'habitude un petit peu de classer en exceptionnel sera vraiment reclassé en exploitation. On a quelques exemples ici, effectivement, comme les charges fixes, salaires, loyers supportés alors que l'activité est en arrêt, les pénalités sur marché et débit, ainsi que les reprises des subventions d'investissement. Un exemple concret, une entreprise qui avait classé dans son résultat exceptionnel, passer une provision pour litige de 100 € dans son résultat exceptionnel, dénouement en 2023, pardon. En 2025, on a le dénouement et l'événement majeur et inhabituel identifié en 2023, eh bien, de nouveau en 2025, un événement majeur et inhabituel, hein, on a revérifié, c'est quelque chose qui n'arrivera pas plus tard. Du coup, ça reste en résultat exceptionnel. Le cas particulier du litige, effectivement, est considéré comme de l'exceptionnel, ayant été traité en exceptionnel en 2023 et étant encore considéré comme exceptionnel en 2025, on le traite en résultat exceptionnel. Ce qui reste effectivement dans le résultat exceptionnel, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, donc les produits et charges liés à un événement majeur et inhabituel, mais certains amortissements dérogatoires, certaines structures sont concernées par ces amortissements fiscaux, un changement de méthode comptable qui pourrait intervenir et des corrections d'erreurs. Voilà, en sachant que donc pour les trois derniers, c'est systématiquement en exceptionnel et produits et charges liés à un événement majeur et inhabituel, ça va dépendre effectivement, comme on l'a dit, de la structure, chaque activité ayant ses propres enjeux. La présentation du résultat exceptionnel dans vos comptes sociaux sera donc bien différent. Là, c'est un extrait de l'IAS fiscal où il y avait de nombreuses lignes dans le résultat exceptionnel. Maintenant, ce sera limité à deux lignes et on est censé fournir un détail. Voilà, on fournira le détail pour ceux qui ont une annexe dans l'annexe, bien sûr, comptable. Et sinon, on devrait avoir, alors là, on n'a encore pas les dernières versions, un détail comme aujourd'hui dans l'alias fiscal. Effectivement, finalement, les produits et charges exceptionnelles sur opération de gestion, sur opération en capital, reprise de provisions et dépréciations seront finalement détaillés en annexe et plus sur l'alias fiscal. Les modifications du résultat exceptionnel vont forcément impacter le haut du compte de résultat
Donc, tout ce qui est le calcul de la CVAE va être impacté, même si c'est une taxe qui aujourd'hui est vouée à disparaître dans quelques années. Pour les prochaines années, ça va avoir un impact. Ainsi que le ratio au moment du calcul de la participation des salariés. Et pour certains d'entre vous qui ont un intéressement, en fonction des modalités de calcul de l'intéressement, ces reclassements du résultat exceptionnel peuvent avoir un impact. Donc, pour l'année 2025, le calcul ne peut pas être bougé aujourd'hui. Par contre, on a encore 6 mois, enfin jusqu'au 30 juin 2026, pour modifier les modalités de calcul de l'exercice 2026. 31 pour ceux qui clôturent au 31 décembre. Voilà. Donc, vous pouvez vous rapprocher de votre chargé de clientèle pour voir tout ça et se rapprocher de nos services pour éventuellement faire un avenant au contrat d'intéressement. Pour la suppression des transferts de charges, qui ont fait un bref aperçu des modifications et de ce qui change suite à la nouvelle réforme. Dans un premier temps, c'est une suppression de la technique du transfert de charges afin de faciliter l'analyse des états financiers. J'y reviendrai juste après. La suppression des comptes de transfert de charges du PCG purement et simplement, pour les faire remonter dans le résultat courant et le résultat d'exploitation de l'entreprise. Et la suppression des postes transfert de charges dans les modèles de compte de résultat. On rentre dans le détail avec quelques exemples, notamment qui concernent les charges qui sont non inscrites directement dans un compte adéquat. Historiquement, l'utilisation du 790 était préconisée. Aujourd'hui, l'ANC revient sur ce formalisme-là et simplifie l'enregistrement des opérations en enregistrant directement au crédit du compte de charges utilisées initialement par le débit du compte de charges appropriées. Sur les remboursements reçus directement en compensation de charges de personnel, historiquement, nous utilisions également un 791. Nous pourrons à présent utiliser le crédit du compte 649 en remboursement de charges de personnel, ce qui permettra de venir neutraliser directement la charge au même niveau du poste d'analyse pour que ça ressorte dans les états financiers de manière plus lisible et plus fiable en termes de montant net qui pèse sur le résultat d'exploitation. Les frais d'émission d'emprunt et les coûts d'emprunt imputés aux immobilisations et stocks, c'est des choses qu'on voit un peu plus rarement. Là, de la même façon, l'utilisation du 791 sera neutralisée par l'enregistrement directement d'un compte de tiers dans le premier cas en compte 481 et dans le second cas par le crédit du compte 660 ou 669 justement pour la partie immobilisation et stock. D'autres exemples liés à la suppression du 791, les refacturations diverses. Jusqu'à maintenant, nous avions l'option entre l'utilisation d'un 708, produit des activités annexes, ou d'un 791, transfert de charges. À partir du nouveau règlement, tout devra être enregistré directement en 708 afin d'avoir une analyse une fois encore plus juste de l'activité de la structure. Donc tous ces effets-là vont avoir bien évidemment un impact sur la valeur ajoutée, sur l'excédent brut d'exploitation, qui permettront d'avoir des ratios plus cohérents économiquement parlant. Donc, les impacts peuvent être différents d'une entité à l'autre. Dans la majorité des cas, en tout cas, la suppression des transferts de charges va avoir pour effet d'améliorer ces ratios et d'avoir une analyse plus cohérente. Si on prend le cas d'une indemnité d'assurance, historiquement, le coût lié à cette indemnité, donc la charge qui était supportée par l'entreprise et qui concernait potentiellement un coût d'entretien, que ce soit sur du mobilier ou de l'immobilier, et qui ressortait dans les charges externes et impactait directement notre valeur ajoutée, va être neutralisé par notre ancien 791 qui va remonter justement dans un 758.7 et donc qui va venir justement au niveau du résultat d'exploitation améliorer et neutraliser cette charge qui était entre guillemets exceptionnelle et qui faisait l'objet d'un remboursement d'assurance. Donc la lecture sera beaucoup plus juste et on parlera en montant net finalement en termes d'analyse. Donc ça c'est pour les indemnités d'assurance qui basculent du 790 au 758. De la même façon, les indemnités d'assurance qui viennent, elles, en compensation de la destruction totale ou d'un vol d'une immobilisation, qui étaient classées comme de l'exceptionnel, c'est ce que disait Loïc tout à l'heure, reviendront plutôt dans un crédit du compte 757 et qui ne sera plus considéré comme de l'exceptionnel pour le coup. Et enfin, les avantages en nature.
De la même façon, nous utilisions un 790 jusqu'à présent. Depuis la nouvelle réforme, c'est le débit du compte 640 et le crédit du compte 641,9 qui seront utilisés pour neutraliser finalement cette charge dans la même rubrique. Pour avoir un compte, enfin des charges de personnel nettes. Nouveau format de l'annexe. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de vous présenter les nouveaux formats des annexes comptables. Ils sont pas tout à fait définitifs, mais on a quelques informations complémentaires qui seront indiquées dans les annexes comptables à la lecture des tiers, disponibles à la lecture des tiers. Rien de fondamental. C'est une réorganisation par type d'information finalement, avec une présentation sous format de tableau de synthèse qui regroupe les informations à fournir pour chaque entité. Le nouveau plan de compte. Donc, ce qui change sur le plan comptable, le PCG, comme on l'appelle, un plan de compte minimal commun au système de base. Nous avions transmis une table de correspondance Excel qui centralisait les modifications justement au niveau des comptes. Donc pour information, il y a environ 200 comptes qui ont été supprimés suite à la réforme. Des comptes qui étaient jugés obsolètes, qui n'étaient peu, voire plus du tout utilisés, et qui présentaient un niveau de granularité beaucoup trop fin. Cette simplification permet justement du coup d'utiliser un tronc commun en termes de plan comptable, avec une utilisation obligatoire pour certains numéros de compte et une utilisation facultative qui pourra faire l'objet d'une subdivision si nécessaire en fonction de l'activité. La simplification du passage du plan de compte aux états financiers qui permet d'avoir justement un tableau de passage entre le plan de compte minimal et les modèles des états financiers. En sachant que si jamais, je reviens sur le tableau de correspondance, si jamais vous ne l'avez pas reçu ou si jamais vous l'avez perdu, rapprochez-vous de votre chargé de clientèle pour qu'il puisse vous le renvoyer. Voilà, il est relativement clair, il a beaucoup d'informations sur les nouveaux comptes à utiliser. On est arrivé au bout de la présentation. Si jamais vous avez des questions. On reste également à votre disposition pour tout complément d'information. Cette présentation sera disponible également pour que vous puissiez la consulter et en prendre connaissance. Le grand changement, entre guillemets, si on rappelle vraiment les grands principes, c'est le résultat exceptionnel, événement majeur et inhabituel. On retraite vraiment que de l'exceptionnel et du pur exceptionnel. Tout le reste remonte dans l'exploitation, aura pour effet de modifier l'analyse des comptes avec techniquement une analyse plus juste, plus cohérente avec les ratios économiques de la structure. Alors, est-ce qu'on a des questions, Loïc? Là. Alors, est-ce qu'on n'a pas présenté? On n'a peut-être pas partagé l'écran là. Alors, est-ce que le partage d'écran n'a pas fonctionné sur la présentation? C'est possible, a priori, je vois qu'on a un message. Donc, effectivement. Ah oui, d'accord. Bon, on vous enverra le PowerPoint à tout le monde où il y avait quelques exemples indiqués. Et on reste bien évidemment à votre disposition sur toutes, si vous avez toutes des questions sur l'utilisation du nouveau plan comptable. Désolé pour le petit bug de présentation, effectivement. On peut peut-être faire défiler rapidement les slides sur les grands items, comme ça vous aurez
toute la présentation, c'est quand même dommage. Il y avait 2-3 sujets sur lesquels on peut revenir effectivement, qui vous permettront d'avoir les grandes notions. Donc ça, c'était les principaux changements. Donc, on les a évoqués à l'oral. Le plus important, c'est peut-être qu'on rentre dans le détail avec la nouvelle définition du résultat exceptionnel qui intervient ici. Donc, ce qu'on vous disait, le résultat exceptionnel, produit et charge lié à un événement majeur et inhabituel. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est l'événement majeur qui est susceptible d'avoir une influence sur le jugement des utilisateurs et des comptes et sur les décisions qui peuvent être amenées à prendre. Et l'événement inhabituel, c'est non lié à l'exploitation normale et courante de l'entité. C'est vraiment ça qu'il faut retenir en termes de critères objectifs. Voilà. Et comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment un jugement au cas par cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une définition exacte des événements exceptionnels qui doivent être classés en résultats exceptionnels, puisque ça va dépendre de l'entité et aussi, bien évidemment, de la personne qui juge l'événement, en fait. C'est ça ce qui est important. Voilà. Sur l'arbre de décision, donc c'est ce qu'on vous évoquait tout à l'heure. La première question, c'est y a-t-il un événement majeur et inhabituel? Si oui, y a-t-il des produits et charges directement liés à cet événement qui sont à prendre en compte sur l'exercice? Si c'est effectivement le cas, s'agit-il de produits et charges supplémentaires qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement? C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des frais, des produits ou des charges qui n'auraient pas eu lieu sans cet événement à proprement parler. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut considérer que c'est un résultat exceptionnel. Les quelques exemples. Voilà, les quelques exemples. Retenez simplement que ce qui se passe d'habitude, ce qu'on avait arrivé à classer en exceptionnel, les sessions d'immobilisation, par exemple, ça remonte en résultat d'exploitation et qu'il y a uniquement le changement, en cas de changement d'activité, que toutes ces sessions vont passer en résultat exceptionnel et restent quelque part en résultat exceptionnel par rapport à avant. Tout ce qui est les sessions de machines, d'immobilisation, voilà, ça reste même financier, ça remonte ou en financier ou en résultat d'exploitation. Voilà, même les pertes sur créances irrécouvrables qui arrivaient à passer en exceptionnel, ça doit rester en résultat ou revenir en résultat d'exploitation. De même, pareil, en cas de contrôle fiscal, on avait tendance à comptabiliser les compléments d'impôts, à les classer en exceptionnel. Ça revient dans l'exploitation en 638. Et du coup, il n'y a qu'IS qui reste sur le bas du compte de résultat, le complément d'IS à payer qui reste sur le bas du compte de résultat. Voilà, même les pénalités et amendes qu'on plaçait en 671-200, elles sont reclassées en 658. Donc ça, c'est l'exemple qu'on donnait tout à l'heure sur le litige de la société Durand, pour le coup, qui avait donc, comme ils ont identifié en 2023, un risque, et qui en 2025 est un événement majeur et inhabituel, ça reste classé en exceptionnel. Je vois qu'on a quelques questions, on y reviendra tout de suite après. Donc le résultat exceptionnel, c'est systématiquement en exceptionnel les écritures purement fiscales, les amortissements dérogatoires, le changement de méthode et les corrections d'erreurs. Voilà, une présentation plus synthétique du compte de résultats exceptionnels. Comme on vous disait, il y a un impact sur la CVE, la participation des salariés et potentiellement l'intéressement en fonction des modalités de calcul de chaque structure. Il va falloir veiller à
à recontrôler les bases, notamment sur les intéressements. On a un impact direct sur notre valeur ajoutée et sur notre BE notamment. Les modalités de suppression de transfert de charge. On utilisait souvent le 791 et du coup, ils vont maintenant, on va utiliser d'autres comptes comme par exemple pour les compensations des charges du personnel, pardon, en 649 ou pour les charges qui n'étaient pas comptabilisées dans le bon compte, on va créditer le compte d'origine pour débiter le compte définitif. L'utilisation du compte 708 sera beaucoup plus utilisée puisque c'est de la refacturation diverse. À noter que les indemnités d'assurance seront systématiquement passées en 758-700, les indemnités d'assurance qui couvrent un sinistre. En sachant que les indemnités d'assurance de compensation de destruction de vol étaient considérées jusqu'à maintenant comme un produit exceptionnel puisque c'était considéré comme une cession d'immobilisation et que maintenant, ça sera pareil, considéré comme une cession d'immobilisation et donc reclassé en 757. Les avantages en nature, pour le coup, seront, eux, avant utilisés un 791 pour la partie nette sur le bas de bulletin, seront reclassés en 641-900. L'annexe, rien de spécifique, il y aura des étapes plus synthétiques en présentation, mais tout le monde n'est pas concerné. Voilà, le tableau de correspondance, j'en parlais tout à l'heure, on va vous, si jamais vous ne l'avez pas reçu ou égaré, on vous demander à vos chargés de clientèle de vous en renvoyer un. Alors, les questions. Le passage des factures de plus de 5 ans non réglées, par exemple, vont aller dans quel compte? Ben, normalement, dans le compte de charge dédié, qui est de passage au départ. Peut-être du 607, ça restera en annulation du 607 avec retraitement, bien sûr, de la TVA. On a d'autres questions qui seraient arrivées du coup. Est-ce que vous avez des questions? J'ai l'impression qu'il y en a qui arrivent. Celui-là, on l'a vu. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres questions. Bon, encore toutes mes excuses pour le défaut, pour le petit souci de présentation au départ. On a essayé de rebalayer la présentation assez rapidement. On va vous envoyer
le PowerPoint pour que vous puissiez visualiser un peu mieux ce qu'on a indiqué. Vos chargés de clientèle restent à disposition si vous avez des questions ou des points particuliers. Merci à tous, on vous souhaite une excellente journée et à bientôt. À bientôt.